3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Xavier Deburen est avec nous, le directeur des investissements d'OTA Capital. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. À nos côtés également Mathieu Barrière, co-responsable de l'allocation d'actifs chez Odo BHF Asset Management. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Et Bastien Dreux est également avec nous, le responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Bonsoir Bastien. Bonsoir. 2 rapports pour le prix d'un, ou quasiment, Bastien, puisque je rappelle le fonctionnement de ces rapports sur le marché du travail américain. Il y a une enquête entreprise, une enquête auprès des ménages. Et pour le mois d'octobre, on a seulement l'enquête entreprise, qui apporte d'ailleurs un chiffre de destruction d'emplois, je crois, assez fort. Et pour le mois de novembre, on a, comme à l'habitude, les 2 enquêtes, et donc un taux de chômage issu de l'enquête auprès des ménages qui remonte à 4,56%. Je vais regarder dans le détail, Bastien. Non, mais la question étant, est-ce que tout ça valide ex post, évidemment, la décision de la Fed ce mois-ci? Et est-ce qu'on reste sur un ralentissement ordonnée du marché du travail, ou est-ce qu'il y a une forme d'accélération de la dégradation de ce marché du travail? Beaucoup de questions. Bon, alors, ce job report, il est double, parce qu'il y a celui d'octobre et de novembre. Si on regarde l'ensemble des deux, octobre et novembre, si on agrège les créations d'emplois, c'est des destructions d'emplois aux alentours de moins 50 000, mais c'est largement expliqué cette contraction par le shutdown, en fait. Il y a des personnes des fonctionnaires qui ne sont pas comptabilisés comme étant en emploi, et donc il faut les retrancher. Si on regarde le secteur privé, donc j'ai amené mes notes là, on a sur l'ensemble des 2 mois 121 000 créations d'emplois dans le secteur privé. Donc ça a été soulevé par beaucoup d'observateurs aujourd'hui. Donc on pourrait dire, c'est super, finalement, il y a beaucoup de création d'emplois, sauf que c'est extrêmement concentré dans un seul service, qui est le secteur des services à la santé. Ouais. Et en fait, le secteur des services à la santé explique sur les 2 mois 124 000 des 121 000 créations d'emplois. Ah, ce qui veut dire que, hors service à la santé, finalement, il y a des destructions d'emplois. Ouais. Et c'est pas nouveau, on le voit maintenant depuis un peu plus de 6 mois. En réalité, hors le secteur des services à la santé, on a vraiment un marché du travail qui est à l'arrêt. Tous les autres secteurs privés ne créent pas d'emplois. Alors, ils n'en détruisent pas non plus. Ça veut dire que c'est quand même une configuration qui est très atypique. Donc c'est toujours ce low hiring, low firing. Ouais, on n'embauche plus, mais on ne met pas non plus à la porte. Exactement. En revanche, ce qu'on voit, c'est que ce marché du travail n'arrive pas à absorber les nouveaux entrants. Et là, on voit le chômage des jeunes est vraiment très élevé maintenant. Enfin, très élevé. Il est en forte progression sur les derniers mois, sur les derniers trimestres. Effet IA ou pas? Comment? Il y a probablement moins besoin de juniors dans les entreprises. Il y a probablement un effet IA, donc c'est toujours très difficile à quantifier. Quand on regarde les différentes études à droite, à gauche, les fêtes régionales, oui, c'est quand même probablement en bonne partie le cas. On pressent qu'il y a un peu de ça, quoi. Oui, exactement. Et en fait, le fait que le marché du travail n'arrive pas à absorber les nouveaux entrants, ça fait que le chômage est en train de monter. Et maintenant, donc j'ai fait le calcul, là, sur 1 an, on est sur 1 million de chômeurs en plus, quoi. Donc, je pense que la Fed ne peut quand même pas se satisfaire d'une économie qui est en train de générer 1 million de chômeurs par an. Donc, ça valide complètement la décision qui a été prise la semaine dernière de baisser les taux. Et très probablement, ça validera aussi les prochaines baisses de taux. Au pluriel ? Ah bah oui, en tout cas, c'est ce qu'on pense. On ne sera peut-être pas d'accord là-dessus. Est-ce que l'histoire que vous racontez, que ces rapports sur l'emploi nous racontent, est-ce qu'on le réconcilie avec le dernier scénario macro qui a été envoyé par la Fed? Non. Non. C'est quand même ça que j'ai retenu. Ce que nous vend Jérôme Powell, c'est déjà plus de croissance, 2,5%, et moins d'inflation l'an prochain aux États-Unis. C'est déjà assez daté. C'est-à-dire pas de ralentissement, quoi. Alors, c'est plus compliqué que ça, parce que pour l'activité, ils ont probablement raison qu'il y aura une croissance relativement correcte l'année prochaine. En revanche, est-ce que ça se mariera avec un marché du travail qui s'améliorera l'année prochaine? Moi, j'ai quand même vraiment des doutes par rapport à tout ce qu'on peut voir cette année. Là, la prévision de taux de chômage des membres du FOMC pour la fin de cette année, c'est 4,5. On est déjà à 4,6. Donc, en fait, ils sont déjà presque en retard déjà sur là-dessus. Et puis, surtout, ils prévoient une baisse du taux de chômage l'année prochaine. Donc, on a quand même du mal à anticiper que l'année prochaine, tout d'un coup, toutes les personnes qui n'arrivent pas à trouver un emploi arriveront à trouver un emploi et que le taux de chômage baissera l'année prochaine. Donc, voilà, je pense que la Fed devra revenir aux baisses de taux l'année prochaine. Quelque chose qui doit lâcher d'un côté, quoi. Exactement. Ouais. D'accord. Et donc, il y aura plus d'une baisse de taux
Ouais, selon toute vraisemblance, l'an prochain aux États-Unis, une étant le scénario médian qui a été signalé par les banquiers centraux américains. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme idée macro, ou qu'est-ce que vous avez comme idée macro pour les États-Unis l'an prochain chez ODDO BHF AM, Mathieu, partant des chiffres qu'on commente là avec Bastien? L'idée, effectivement, c'est celle d'une Fed qui, pour de multiples causes, peut être amenée à couper un peu plus les taux courts que ce qui est actuellement pricé par les marchés financiers, qui tournent à un peu moins de baisse de taux. On a effectivement toujours une pression politique. Alors des fois, elle est exacerbée, des fois, elle se réduit un peu. Elle reviendra probablement en janvier avec le choix de la tête de la Fed. On a effectivement cette montée du chômage qui est plus rapide que les attentes, et on a également, c'est vrai qu'on a été très dominé par l'inflation des services, mais il y a aussi le manufacturier et le coût de l'énergie. On a énormément de facteurs qui poussent très rapidement le prix du pétrole à la baisse. On a cassé ce range 60-70 dollars dans lequel on pensait un peu que le WTI s'inscrirait, 56 dollars. Et ça d'ailleurs, c'est pas juste limité aux États-Unis, c'est assez global. Ça fait assez longtemps qu'on n'a pas eu de période en Europe avec du baril de pétrole à moins de 50 euros. Donc tout ça, c'est un scénario un peu peut-être moins inflationniste ou plus déflationniste que celui qui est actuellement pricé par les marchés financiers, qui donne des marges de manœuvre aux banques centrales. Et quand on voit des communications même de prétendants à la tête de la BCE qui commencent à évoquer le fait qu'il pourrait être confortable avec des marchés qui priceraient une hausse de taux, on a un peu l'impression que le marché anticipe un peu trop de croissance pour 2026. Donc on n'est pas encore tout à fait à la fin des baisses de taux. C'est valable pour la Fed, c'est valable aussi pour d'autres banques centrales. Il y a des pays qui continueront leur hausse de taux, le Japon, et puis maintenant ils y vont comme pour les hausses, oui. Là, ils y vont comme de grands garçons, ils font ça à cause de 0,25, on n'est plus dans le 8e de pourcent. Il y a effectivement des pays comme l'Australie, mais c'est un cycle un peu particulier. Autrement, Canada, stabilité, de la place pour couper probablement encore en Angleterre. Et puis, alors en Chine, c'est un peu difficile. Ils ont plein d'outils, c'est pas uniquement les taux courts, ça peut être un peu ce qu'on faisait en Occident dans les années 80, la baisse des ratios obligatoires, des multiplicateurs bancaires, mais globalement des banques centrales qui ont un peu de la marge de manœuvre, parce que effectivement, il y a le vieillissement de la population qui peut avoir des effets à la fois inflationnistes et déflationnistes, mais les effets inflationnistes, ils sont peut-être un peu compensés justement par les gains de productivité apportés par l'IA. Bon, clairement, pas dans le secteur de la santé, c'est sûr. Et puis, cette baisse globale des prix de l'énergie avec des politiques environnementales plus souples aux États-Unis, peut-être un retour de pétrole russe un peu plus largement encore que ce qu'on a vu les dernières années. Qu'est-ce que ça implique pour vous, et notamment quand on gère, entre autres, des actions, Xavier, ces politiques de banque centrale, avec l'idée effectivement d'un truc un peu moins synchrone que d'habitude. Le cycle à la fois à la hausse et à la baisse n'a pas toujours été tout à fait le même pour chacune des grandes banques centrales. Et si on prend la Fed comme leader, ou en tout cas comme banque centrale de premier rang, qu'est-ce qu'une Fed qui continuerait d'ajuster encore à la baisse ses taux? Qu'est-ce que ça implique pour le marché américain, en l'occurrence? Alors on l'a vu, les très bonnes performances des actifs risqués en 2025, et une grande partie de ces performances a été permis par le soutien des banques centrales avec des politiques expansionnistes, et donc des baisses de taux. Ça s'est vu sur le marché européen avec, vous l'avez dit, la Banque centrale européenne qui a commencé son cycle de baisse des taux bien avant la Fed, qui ne l'a commencé qu'au mois de septembre. Et ça a été un élément fondamental pour le marché, en plus d'une croissance économique qui a été plutôt bonne globalement, et encore très résiliente aux États-Unis, alors qu'il y avait pas mal de craintes du côté de l'économie américaine. Donc ces politiques expansionnistes sont des soutiens très clairs pour le marché. Et aujourd'hui, on va avoir, si on s'intéresse à l'Europe et aux États-Unis, on va avoir deux zones qui vont avoir deux vitesses différentes, puisque on l'a dit, le cycle de baisse de taux de la Fed est en cours, va continuer. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'on puisse avoir deux baisses de taux pour l'année prochaine,
aux États-Unis, parce qu'on va avoir une inflation qui va continuer à se maintenir sur des taux quand même élevés. Il y a le marché de l'emploi qui est clairement au point mort. Il y a pas, on l'a dit, il n'y a pas de destruction d'emploi, mais il n'y en a pas de création non plus. Et puis on voit du côté des données manufacturières aux États-Unis, c'est quand même assez médiocre. Et on voit aussi quand même un ralentissement du part de la consommation des ménages américains avec un moral qui reste quand même pas très en dehors pas très de bon. ceux qui vivent de l'IA ou qui vivent pour l'IA, je ne sais pas. Bien entendu. La photographie est un peu différente, quoi. Donc ça peut justifier l'aide de la Banque centrale américaine pour un peu de soutien à l'économie américaine. Et ça veut dire des dynamiques du marché action américain qui peuvent être différentes à un moment ? Alors, par rapport à la situation européenne, donc on a dit, l'économie américaine pourrait tourner aux alentours de 2,5%, donc sur son potentiel économique. Du côté de l'Europe, on parle plutôt, alors même si la Banque centrale européenne est très dynamique dans son discours en disant qu'elle nous prépare à des révisions à la hausse de la croissance pour 2026, c'est un discours qui est quand même assez net sur le fait que le statu quo est là pour durer en Europe. Donc plus de soutien sur les conditions financières qui pourraient s'améliorer. Et quand il y a des conditions financières favorables, eh bien, ça permet de relancer l'investissement des entreprises ou la consommation des ménages, notamment en Europe. Donc, finalement, le potentiel de baisse des taux, il est fait en Europe et on est en plein dedans aux États-Unis. D'accord. Donc, on a un potentiel de croissance aux États-Unis qui est supérieur à la croissance européenne. Et quand on descend encore d'un niveau d'un point de vue microéconomique, on a... Alors, pour une fois, le consensus attend les mêmes croissances de bénéfices par action pour 2026 aux États-Unis comme en Europe, aux alentours de 15%. Ça fait 3 ans qu'il n'y a plus de croissance bénéficiaire en Europe. Ça fait 3 ans. Alors, ça fait qu'on arrive sur des effets de base qui sont plus faciles à mettre. Maintenant, quand vous avez 1% de croissance économique sur la zone euro pour pouvoir justifier 15% de croissance des bénéfices par action, il y a quelque chose qui doit s'ajuster. Là Ça aussi, il y a une s'ajustera réconciliation par le consensus. D'accord. On est plus à l'aise avec des niveaux de croissance des bénéfices par action entre 10 et 15% aux États-Unis, justifiés par cette dynamique de croissance, justifiés pas évidemment par la dynamique d'investissement qu'on a sur la tech, on pourra en reparler, et pas mal de choses. Il y aura aussi la baisse des impôts qui sont prévus pour la première partie de 2026, qui devrait soutenir également. Donc les flux restent au vert pour être investis sur le marché américain. Aujourd'hui, si on compare et qu'on se dit, voilà, croissance politique monétaire juste sur ces faits-là et bénéfices par action, les États-Unis, encore une fois, cochent quand même les cases par rapport à l'Europe. Et est-ce que la dynamique du marché américain, je reviens à cette question, peut être différente ? On a vu pour une bonne partie de l'année, en tout cas, au retour de l'été notamment, le thème IA à nouveau tout emporté sur son passage. Est-ce qu'il y a de la place pour d'autres sujets, d'autres thématiques dans ce marché américain et qui pourraient capter l'intérêt des investisseurs ? C'est tout le but. Il y en a certainement. Il faut voir que le très gros rallye qu'on a eu sur le 4e trimestre de cette année a quand même remis les niveaux de valorisation sur des plus hauts historiques qui laissent quand même peu de place, voire pas de place pour un grain de sable, pour des déceptions, etc. Donc faut faire attention à ça. On commence à voir certains signes, notamment dans le marché américain. Et ça, depuis un mois, le segment des petites et moyennes capitalisations américaines qui avait été vraiment très, très délaissé, puisque les flux n'allaient que dans un sens, c'était sur le secteur de la tech, évidemment. Et depuis un mois, on voit que ce segment-là surperforme. C'est en hausse d'à peu près 5-6% sur un mois pour un marché qui est plutôt aux alentours de 1,5%. Et donc ça, il va falloir voir si ces choses-là continuent. Mais quand les taux baissent, c'est plutôt favorable pour ce segment. Donc les baisses de taux américains devraient normalement mettre en place une certaine rotation sectorielle au sein des classes d'actifs et des secteurs. Est-ce que ça peut se dérouler comme ça ? Qu'est-ce que vous en dites chez CPR ? C'est notre scénario. C'est exactement notre scénario. Le fait qu'on ait effectivement ces baisses de taux, ça peut permettre de rééquilibrer un peu le marché américain. On l'a
quand je suis passé la dernière fois ici, je pense que je l'avais déjà dit, mais je le redis, parce que c'est encore vrai. Mais on a une dynamique de profit qui, en dehors des très grosses entreprises américaines, est à peu près nulle, quoi, hein, quand on calcule donc les profits hors cette magnifique, il se passe quasiment rien, hein, ou c'est en train de s'améliorer un petit peu, et ça, c'est vraiment avec une macro qui s'améliorera que ça peut déclencher, oui, que ça peut se déclencher. Et pour le moment, on avait des taux d'intérêt qui étaient encore, une politique monétaire qui était encore trop restrictive. Le fait de l'abaisser progressivement, ça va évidemment aider tout le reste de la cote hors M7. Mais on n'est pas non plus sur un cycle de baisse de taux qui est très spectaculaire, hein. Là, on est passé de 4 à 3. On parle de 2. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. on arrive à 3,50. Bon, c'est pas non plus un mouvement qui est extrêmement franc, qui permettrait d'avoir un rattrapage qui serait très fort, quoi. Donc, pour l'instant, c'est encore le secteur de la tech qui va dominer, l'IA, etc. Ouais. Comment vous voyez ce marché américain évoluer de votre côté, Mathieu? Est-ce qu'il y a de la place effectivement pour du rattrapage, pour des segments du marché et des tailles d'entreprises qui n'ont pas fait grand-chose jusqu'à présent? Puis c'est toujours un peu pareil. On se dit, tiens, les Mag 7 vont tenir au sommet et puis le reste du marché va rattraper. C'est presque un peu trop beau comme scénario pour être vrai. Donc, on réfléchit aux risques qui peuvent être attachés à ce genre de scénario, j'imagine. Oui, ce serait effectivement un scénario... Ça peut être trop beau, j'en sais rien. C'est un scénario, on va dire, peu probable. Et c'est ça. s'il se réalise, ceux qui l'auront investi, notamment via le marché des options, feront de grandes fortunes. Ouais. Je rejoins ce qui a été dit sur le segment des petites et moyennes capitalisations, en ayant peut-être une légère préférence pour les mid-cap aux US. Le segment entre les 500 et 1000e capitalisation. C'est vrai que dans le bas du spectre, du côté Russell 2000, on a des futurs, on a aussi des ETF qui permettent à l'investisseur retail d'aller sur ce produit. On avait vu aussi il y a quelques années les phénomènes de bulles volontaires créés par les... c'est ça, bien sûr. Oui. Donc il y a eu les penny stocks, les penny stocks. On a quand même pas mal de zombies compagnies dans le secteur des petites capitalisations. Mais entre la 50e et la 1000e, voilà, c'est par exemple le SP 400 mid, voilà ce type de taille de capitalisation où il y a de la liquidité qui est correcte et où il n'y a pas trop de structurali money losing compagnie. Ensuite, oui, effectivement, attention quand même, c'est pas notre scénario central, mais en cas de continuation de la forte baisse du dollar, ça continuera de faire un vent favorable pour les exportateurs US. Et donc là, c'est quand même un peu plus large, beaucoup moins small, et d'où aussi notre positionnement vers les mid. On a un positionnement un peu moins caricaturalement domestique. Pourquoi c'est pas votre scénario central, la poursuite de la baisse du dollar? La poursuite de la baisse du dollar, mais aussi vive, probablement on répète pas les moins 10 en ligne droite. Notamment vis-à-vis des marchés sur lesquels la tarification est quelque chose vraiment de central au niveau des imports-exports et notamment l'Europe, qui est quand même peut-être un des pays qui est les moins fermés aux imports, l'une des régions, pardon. Effectivement, on voit une poursuite de la baisse du dollar. On a été quand même surpris par le fait que ce soit l'euro qui soit en tête du peloton des monnaies qui seraient appréciées par rapport au dollar. Pourquoi ? On n'avait pas un différentiel de croissance dans notre faveur. Quand on regarde par rapport à des fondamentaux de long terme, c'est quand même une monnaie qui n'est plus excessivement décotée par rapport au fait qu'il y a à peu près au juste prix si on prend l'ensemble des partenaires de commerce de la zone européenne. Toujours pas cher par rapport au dollar. 182 yens pour 1 euro, ça commence à être assez compliqué. Là, le yen est au plus bas contre euro ever. Exactement. Finalement, on a peut-être encore le franc suisse qui reste relativement cher, forcément. C'est habituel par rapport à l'euro, mais on a beaucoup de monnaies qu'on sait du terrain. Et donc, si la baisse du dollar est faite contre euro, contre qui est-ce qu'on va voir le dollar baisser l'an prochain Alors, nous, on pense que effectivement, du côté japonais, il y a quand même pas mal de scénarios où peut se matérialiser ce rebond du yen qui arrive parfois, qui s'évaste en général assez vite. De manière ordonnée ou ça peut être toujours un peu brutal avec justement un peu de brutalité. C'est vrai que l'harmonie de la politique budgétaire et monétaire au Japon, elle est un peu mise à mal, mais finalement on a une remontée quand même assez significative des courbes de taux au Japon. Le portage d'obligations et d'actifs internationaux
internationaux pour les assureurs japonais, ça peut être un peu moins évident. On peut avoir un effet, à un moment, il est temps de prendre profit sur ces actifs libellés en devises hautes que le yen pour les investisseurs japonais. Et là, évidemment, quand on met en cash, on rapatrie. Ah ouais. Il y a aussi le renminbi. Enfin, moi, j'ajouterais le renminbi parce que ce qu'on a, l'un des chiffres marquants là ces derniers jours, c'était Le trillion de dollars d'excédent. Oui, mais sur 11 mois. Enfin, Ah oui, voilà, oui. c'est ça qui était très impressionnant. Oui, oui. Et surtout, ce que j'ai regardé, c'est que, en fait, bon, voilà, l'excédent, il a monté, mais l'économie mondiale a grossi aussi sur ces dernières années. Et j'ai calculé donc l'excédent commercial chinois en pourcentage du PIB mondial. Ouais. Et on arrivait à 1% du PIB mondial. Je crois que ça n'est jamais arrivé qu'un pays ait un excédent commercial. Je ne parle pas des exportations, je parle J'entends. un excédent commercial aussi important. Et quand on regarde un cas à peu près semblable, qui était celui du Japon dans les années 80, ça avait mené à une très forte appréciation du yen. Et en fait, le sens de l'histoire, c'est peut-être aussi quand même de l'appréciation du renminbi. Et on n'en parle pas du tout parce que ça n'est pas spectaculaire, mais le renminbi est au plus haut maintenant depuis facilement 12 mois, voire un peu plus que ça. Quoi. Je ne connais pas la date exacte, mais il y a vraiment une tendance qui est très claire et qui est même linéaire en fait sur les 12 derniers mois. Quoi. Ouais. Donc voilà, et je pense que ça, c'est quelque chose qui est favorable pour les devises émergentes en général. Et j'ai pris la parole. Vas-y, sur le renminbi, ce serait probablement un peu plus ordonné dans le cas japonais. Exactement, oui, plus contrôlé, ça c'est sûr. Et du coup, ça peut bénéficier à d'autres devises émergentes. On peut penser, par exemple, au réal brésilien. Quoi. Enfin, ça fait partie des choses que nous, on regarde. C'est un petit thème qu'on a commencé à traiter, 2026, l'année des devises émergentes et asiatiques. Alors, on s'est focalisé sur l'Asie, mais pourquoi pas, effectivement, pour le réal brésilien. Ce jeu de devises, c'est vrai que c'est intéressant. L'euro, l'envolée de l'euro sur la première partie de l'année, ça se retrouve aussi, j'imagine, dans l'absence de croissance bénéficiaire des entreprises à la fin de l'année. Xavier, c'est quand même un facteur qui a joué, qu'on ne peut pas minorer. Et quand vous reprenez le consensus et les anticipations de croissance bénéficiaire pour l'Europe, une des raisons d'y croire cette fois, c'est de se dire que oui, le jeu des devises sera peut-être moins défavorable à l'Europe. Une bonne illustration d'ailleurs, c'est tout le segment de la quality growth, donc les valeurs de croissance et de bonne qualité, le luxe par exemple, et donc finalement on peut élargir ça aux grandes entreprises européennes exportatrices qui ont effectivement souffert de cette appréciation de l'euro par rapport au dollar, perte de compétitivité et puis un impact significatif sur les publications de résultats, évidemment. Et ça s'est vu sur les performances, en dehors de pas mal de choses, mais c'est quand même un des éléments qui a évidemment pesé sur le sentiment et sur la performance de ces valeurs. Donc après, effectivement, nous, on est assez d'accord avec le scénario de dire qu'on est plutôt sur une stabilité entre l'euro et le dollar et que la grosse partie de la baisse a été faite. D'ailleurs, on voit bien que c'est plutôt assez stable depuis quelques mois. Le discours aussi divergent, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, entre un assouplissement de la Fed et un discours plus dur également de la BCE. Ça aussi permet également de figer un peu ça et pourquoi pas de voir une petite réappréciation du dollar. Donc cet élément qui avait beaucoup pesé cette année, je vous rappelle que ça coûte quasiment, notamment sur les investissements en euros sur des actifs libellés en dollars, ça coûte quasiment 12 ou 13% de performance. Donc c'est évidemment pas négligeable. Et ça, si on considère qu'on est arrivé sur un plateau, cette tendance-là, au moins l'effet de base devrait permettre de voir une légère amélioration sur cet effet-là. Donc on peut dire que l'effet négatif de la remontée de l'euro est sans doute derrière nous et que 2026 devrait être beaucoup plus lisible. Ça donne envie de se renforcer dans ce que vous appelez quality growth, effectivement, qui a, je crois, en relatif sous-performé comme jamais par rapport à ce qui a marché en Europe, plutôt value, les financières, une année où il fallait vraiment pas les rater, mais ça fait déjà 4-5 ans que le secteur bancaire en Europe... Il ne faut pas les rater. Depuis 2020, je le rappelle à chaque fois, les banques européennes font mieux que le Nasdaq américain, mais cette année, vraiment, il fallait les avoir. Et puis, l'autre partie, c'est le thème de la défense, bien sûr, tout ce qui guidé par les dépenses d'investissement public, pour l'instant, entre autres.
on voit bien que ces thématiques-là sont en train de se normaliser. Il y a évidemment, il y a eu beaucoup d'anticipation sur... Banque et défense se normalisent. Alors, pas la banque, nous on reste positif et on continue de pousser cette thématique pour 2026 pour des raisons de valorisation, même si le rattrapage a été exceptionnel, c'est un secteur qui ne se paye pas très cher au vu de la dynamique de croissance de bénéfices par action qu'on a. C'est-à-dire que les banques sur le marché européen, c'est le pendant des Max 7 aux États-Unis. C'est-à-dire que la dynamique de bénéfices par action a été soutenue par le secteur bancaire. C'est plus de 20 trimestres consécutifs de beat and raise. Bien sûr. Du secteur bancaire. Donc il y a eu un rattrapage de valorisation, il y a une dynamique de croissance bénéficiaire qui est très favorable. Vous avez un niveau de rendement pour l'actionnaire qui reste encore très attractif aux alentours de 8%. Donc franchement, c'est d'un point de vue fondamental, ça reste un secteur et une thématique à jouer pour 2026. Donc après, sur le reste, on voit effectivement que ces entreprises de très bonne qualité, qui sont quand même souvent des leaders mondiaux, avec des barres de marché très importantes, ont quand même souffert en termes de performance relative et absolue en 2025. Et on revient sur des niveaux de valorisation qui sont attractifs, c'est-à-dire en ligne avec ces 15 ou 20 dernières années. Il y avait eu pas mal d'excès quand ces secteurs-là montaient, mais aujourd'hui, c'est des niveaux qui nous semblent attractifs. On a des effets de base qui vont être favorables, l'effet change, on l'a dit, qui vont être derrière nous, des éléments de valorisation qui nous semblent quand même plus attractifs, et donc sur un horizon de temps moyen-long terme, ça reste des valeurs de très belle qualité sur lesquelles on peut prendre des positions aujourd'hui avec un risque qui nous semble limité, même si ça a déjà, pour certaines valeurs, pas mal rattrapé. Le secteur du luxe, notamment, Kering sur ses plus bas, ça a repris déjà 60%, et LVMH aussi, ça a plutôt bien fait. Mais Kering, c'est vrai, mais en tout cas, il y a encore en relatif des entreprises de qualité qui sont encore en retard, et ça vaut la peine de se positionner dessus. Ouais. Ça pose la question effectivement de l'exposition à la Chine. Et c'est vrai qu'on l'a pas nommé, mais un des vents contraires pour ces boîtes-là, ça a été aussi leur exposition à la Chine, avec des changements structurels sur le marché chinois, typiquement dans le luxe. Bon, le consommateur chinois est peut-être pas en grande forme, et puis quand il consomme, de plus en plus, il arbitre vers des franchises ou des enseignes nationales. Ça veut dire que on revient pas quand même à l'état précédent quand le luxe, par exemple, dominait tout. On peut citer l'automobile aussi, qui a eu de belles années en Chine. Je pense notamment à l'automobile allemande. Tout ça est quand même bien derrière nous maintenant. Là, il y a un changement structurel qui est quand même très fort sur la Chine sur les dernières années, avec une demande domestique qui est on l'a vu cette semaine, qui est mal engagée. Quand on calcule l'évolution de la demande domestique, on revient. Il y a eu la période des. Je trouve plus comment ça s'appelle quand on fermait l'économie là. Le shutdown, le Covid, le confinement. Les confinements, voilà, les périodes de confinement à répétition en 2022. On est sur ce niveau de croissance, et pour retrouver cette médiocrité des chiffres chinois, il faut repartir dans les années 80, en fait. Donc, c'est vraiment une économie qui ne se porte pas très bien. Le consommateur, vraiment, est très déprimé. On voit que la crise immobilière est loin d'être terminée, en réalité. Les prix continuent à baisser très rapidement. Depuis le pic, les prix dans l'ancien ont perdu 20% quand même. Maintenant, ça commence à faire vraiment beaucoup. Et puis, ça pèse énormément sur le moral des consommateurs chinois qui, pour beaucoup, n'ont que cet actif pour la retraite. Donc, tout ça, ça pèse énormément. Et en fait, on a ces surcapacités, finalement, de production qu'il peut y avoir en Chine qui viennent... vraiment peser finalement sur les secteurs exportateurs d'autres pays, comme on venait de le dire, sur les constructeurs automobiles allemands. Donc là, on a vraiment ce choc Chine 2.0 qui se matérialise complètement, quoi. Et pour autant, Mathieu, et là aussi, c'est un des faits marquants de l'année 2025, la Chine est redevenue investissable. En tout cas, pour ceux qui pensaient qu'elle ne l'était plus, elle est redevenue investissable pour des raisons qu'on n'imaginait pas il y a peut-être encore une paire d'années. Parce que la Chine est à la pointe de l'innovation mondiale aujourd'hui dans tout un tas de domaines.
Alors ça, c'est avéré. C'est avéré. Et puis peut-être aussi en termes d'innovation, une bonne coordination monétaire et des autorités de régulation des places financières chinoises. 2023, on avait quand même de plus en plus, on va dire, d'officiels chinois qui faisaient des petits tours en Occident en expliquant que si, il fallait aller avoir confiance Ouais. et que le but d'une entreprise chinoise, c'était de refaire monter son cours de bourse parce qu'il fallait quand même payer un peu les investisseurs. Et à l'époque, en Europe, voire même aux États-Unis, on se posait des questions sur la moralité des rachats d'actions. En Chine, ça poussait pour faire du buyback, pour remonter les cours au-delà de leur valeur fondamentale. Une logique assez simple aussi, finalement, il y a des titres sur un marché, s'il y a moins de titres, les titres valent plus Oui. cher, donc c'est la fin des introductions en bourse. Attention quand même, parce que depuis cet été, les autorités chinoises disent pas à toutes les entreprises de tech chinoises allez-y, faites de l'IPO et vendez votre technologie à l'international, mais ils réautorisent quand même le pipeline. Bien sûr. Donc ça veut dire des papiers Ouais. qui reviennent. Et puis, alors ça peut aussi d'ailleurs être une thématique sur les US, mais si on a un gros retour des introductions, des augmentations de capital, dans les marchés bien organisés, ça Ouais. peut quand même venir Peser un peu. peser sur le potentiel de hausse. Ouais, très clair. Bon, en Chine, on essaye aussi d'orienter quand même le ménage chinois toujours plus vers les marchés de capitaux et vers la bourse, j'imagine. Alors, on essaye, ça, c'est pas forcément fait intégralement. On a plutôt les investisseurs chinois qui vont d'ailleurs sur le marché de Shanghai. Ouais. Ce qui était assez intéressant, c'est qu'on a quelques titres, quelques dizaines de grosses capitalisations qui ont une double cotation entre Hong Kong et Shanghai. On devrait quand même avoir une forme de similarité des prix parce qu'on a des mécanismes de transfert de titres entre les deux places. Historiquement, enfin quand je dis historiquement, c'était on va dire de 2011 jusqu'à 2023, on avait les entreprises chinoises qui étaient moins chères à Hong Kong, la place des investisseurs internationaux, qu'à Shanghai. C'est toujours un peu le cas, mais c'est plus absolument systématique. On a même certains titres, on va dire traditionnellement qui avaient toujours été considérés comme acceptables, qui commencent à être maintenant plus chers sur on va dire la place internationale, Ouais, c'est très je comprends, caricatural, que la place domestique. Donc, je pense qu'on peut plus raisonnablement dire qu'il y a un sous-positionnement structurel des gérants actifs sur la Chine désormais. Et d'ailleurs, il suffit de le voir par le jeu des corrélations. Une autre manière de jouer la Chine cette année, c'était assez bête, c'était de pas avoir d'Inde. On regarde la performance du marché indien. Bon, ce momentum trade, long Chine, short Inde, comme plein d'autres trades de momentum dans le marché, ça commence quand même à fatiguer caler. un peu. Donc, C'est ça. pour du structurel, la Chine, ça reste formidable. En conjoncturel et en tactique, il n'y a pas forcément un potentiel énorme dans la semaine qui vient. On parlait IPO, j'ajoute M&A aussi. Est-ce qu'on a les ingrédients d'une vraie reprise de ces sujets qui sont aussi des thèmes de marché à part entière, qui permettent de mettre des prix, de mettre des niveaux de valorisation aussi. C'est vrai que sur la partie M&A, bon, on a terminé un peu l'année en fanfare avec la surenchère autour de Warner Bros. Discovery, la bataille entre Netflix et Paramount, mais ça avait commencé fort aussi avec les chemins de fer aux États-Unis, un gros deal dans les chemins de fer américains. Est-ce que c'est un thème là qui repart pour vous On voit que de toute façon, sur ces grandes consolidations un peu structurelles, il y a toujours des opérations. Ce qu'il faut regarder, c'est un peu plus bas, un étage des petites et moyennes entreprises, par exemple, et on voit bien que là, notamment aux États-Unis, avec la faible visibilité qu'il y a sur l'implémentation des droits de douane et les conséquences que ça va avoir, etc., que les chefs d'entreprise ne bougent pas une oreille, vont pas se mettre à investir, d'ailleurs, que ce soit dans des capacités de production ou que ce soit dans des acquisitions. D'ailleurs, ça sous-entend et ça explique aussi que le marché de l'emploi soit aussi atone. C'est qu'il n'y a pas de décisions d'investissement qui sont prises là-dessus. Après, on regarde en Europe, on a quand même une meilleure visibilité quand même. On a retrouvé des niveaux de financement qui sont vraiment très corrects. Et là, on a l'investissement des entreprises et des chiffres qui montrent qu'on a une reprise.
On peut le voir d'ailleurs, SPI, qui lui continue à consolider son marché, continue à consolider, à racheter des entreprises, etc. Donc ça, il y a un flux sous-jacent. Quand une entreprise a un bilan sain et la capacité de pouvoir acheter, profite justement de certaines opportunités pour pouvoir continuer à consolider son marché. Après, on a vu aussi certaines petite capitalisation avec des niveaux de valorisation injustifiables, tellement basses, qui se sont fait racheter. C'est assez logique quand il y a une telle divergence au sein des thématiques, au sein des secteurs en termes de performance et en taille de capitalisation. Ça doit alimenter normalement le marché du M&A, et l'illustration d'une reprise qu'on a vue sur le T4 nous le prouve. Ouais. Après, je notais qu'en moyenne, quand même, alors le privé, le private equity offre encore des valorisations plus intéressantes pour les entreprises que les marchés liquides cotés. Effectivement, une forme d'aberration. Il y a une déprime à la liquidité, une prime à l'illiquidité aujourd'hui, mais quand même, j'ai l'impression que les deux convergent. Les multiples payés dans le privé sont quand même bien moins élevés aujourd'hui qu'il n'y avait encore quelques années derrière nous, quoi. C'est sûr. Ça s'ajuste. Ça s'ajuste. Forcément, il y avait certainement des exagérations dans le private equity, mais si on regarde la dynamique du private equity, et je pense que l'élément le plus facile pour juger cette dynamique, c'est les levées de fonds, de nouveaux fonds. Par ces gérants de private equity, et c'est quand même très très difficile aujourd'hui. Il y a des objectifs qui sont donnés. Finalement, les fonds, les acteurs du private equity n'arrivent qu'à lever 50, 60, 70% de leurs objectifs. Ça montre bien que déjà les gens en ont beaucoup. Et que finalement les performances qui commencent à arriver montrent qu'on est loin des niveaux de TRI qu'on avait pu constater c'est les années précédentes. Donc tout s'ajuste. Donc ça met du temps, mais tout s'ajuste. Bon, petit tour de table à mot d'ordre pour l'investissement en 2026 chez CPR Asset Management. Je ne sais pas, une ou quelques idées directrices. Nous, on croit toujours au thème de l'IA. On a un fonds IA, mais on croit vraiment qu'en fait, les interrogations qu'il va y avoir, parce qu'il y aura des interrogations qui créeront de la volatilité sur cette trajectoire, finalement, là, on aura de bonnes performances sur l'année 2026. On continue à croire que la progression des profits qu'on peut avoir sur les grandes sociétés technologiques se poursuivra. Les doutes qui pourront apparaître, qui apparaissent déjà et qui pourront apparaître à nouveau, seront quand même évacués par la performance économique de ces entreprises. Vraiment, ce qu'on pense, c'est que la demande pour tout ce qui concerne les services cloud aux États-Unis et les demandes pour les data centers est vraiment beaucoup plus forte que la capacité de déploiement finalement que peuvent avoir les hyperscalers. Et donc, on continue à croire à ce thème-là, quoi. Donc, il ne faut pas se décourager, même s'il y a de la volatilité ponctuellement, à cause des interrogations sur la disponibilité d'électricité, à cause de ces différentes thématiques, quoi. Oui, c'est l'aventure, l'IA, effectivement. Chez Odo BHF Asset Management, c'est quoi la ligne directrice pour débuter 2026? Alors, Mathieu, on a beaucoup échangé sur les marchés d'actions. C'est pas les seuls marchés. On garde notre positionnement crédit. Le crédit pour le portage, évidemment, vu les niveaux de spread actuels, on ne voit pas des resserrements massifs. On ne va pas avoir une banque centrale qui fait des effets d'éviction, mais du portage, du crédit court. Et puis, on observe quand même des courbes de taux qui nous paraissent trop pointues. On ne croit pas... trop pentues, certaines? Oui. Le Japon? C'est la plus pentue. C'est la plus pentue. Je sais pas, c'est la plus pentue. Effectivement, moins il y a de croissance, plus c'est pentu. Presque. Actuellement, on a des pentes assez significatives aussi en Europe, peut-être plus qu'aux États-Unis. Et puis même aux États-Unis, finalement, on se pose la question sur où peuvent aller les taux longs aux US. Oui, on peut peut-être avoir 0,10, 0,20 de tension supplémentaire. Mais souvenons-nous que même si M. Waller, là, qui à un moment était donné comme candidat viable pour plaire à M. Trump, là, il est un peu redescendu dans les marchés prédictifs. C'est lui qui, en octobre 2023, avait un peu sonné le « je suis centriste au sein du board de la Fed », mais ça suffit, là, quand on a les 30 ans qui sont à 5%, ça devient compliqué sur les MBS, et le but, c'est pas de planter l'économie. On est aux alentours de 4,8. Voilà, on se dit quand même, au bout d'un moment, il y aura
soit le budget qui va dire eh ben c'est pas grave, je vais uniquement émettre du cours et puis si ça pose du problème, ce sera dans 4 ans, donc ce sera pas mon problème. Sinon, on aura aussi des banques centrales qui sont repartir. Oui, la pression va pouvoir baisser quand même sur les parties longues et super longues de courbe. On le pense. On a du roll down un peu sur certains endroits des courbes. Et puis, ça reste un actif producteur. Donc, restons investis sur les marchés actions. On a quelques reflux sur certains acteurs de la tech qui repassent de vraiment très très cher à simplement un peu cher. Bon, c'est peut-être une occasion de réaugmenter les surpondérations ou réduire les sous-pondérations selon le positionnement de chacun. Mais restons à peu près sur le même niveau d'exposition action. Et puis, remettons du risque de duration parce qu'il peut payer étant donné qu'il a souffert. 30 secondes. Nous, on aborde le début de 2026 plutôt neutre, compte tenu du rallye qu'il y a eu et des niveaux de valorisation aussi bien sur le crédit corporate que sur les actions. Merci beaucoup. Merci à vous trois, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Xavier de Buren, OTA Capital, Bastien Drus, CPR Asset Management, Mathieu Barrière, Odo BHF AM.